Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va parler principalement du guide final de la CNIL au sujet des AITD, donc analyse d'impact des transferts de données qui a été publié le 31 janvier dernier. Voilà, avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue à Justine qui m'accompagne et je t'invite à te présenter si tu le souhaites. Merci Julie. Bonjour à tous et à toutes. Justine Cabanis, je suis la cofondatrice du cabinet La Robe Numérique. On a un cabinet de conseil en gestion des risques spécialisé en protection des données personnelles, DPO externalisé. Et on a également un cabinet d'avocats, La Robe Numérique Avocat, qui est piloté par mon associé. Parfait. Merci beaucoup, Justine, d'être là. Pour ma part, Julie Durocher, je suis en charge de l'accompagnement de nos utilisateurs, donc Privacy Success Manager, du suivi, de la formation aux produits et savoir ce qui est le mieux pour vous. Euh, on l'a dit aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment les AITD. À quoi sert ce nouveau guide? Comment on l'utilise? Dans quel cas on doit faire une AITD? Voilà, vraiment des choses concrètes. Donc c'est pour ça qu'on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Et aussi comment on l'adresse aujourd'hui sur Dastra. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, d'ailleurs, on est un outil donc, de conformité à la gestion RGPD où vous pouvez vraiment adresser tous les livrables du règlement sur un seul et même outil avec des fonctionnalités d'automatisation et d'accompagnement avancé pour optimiser et accélérer votre conformité au quotidien. On parlera aussi de certains cas concrets qu'a pu rencontrer Justine. Et bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Alors, on va donc poursuivre avec les questions pour Justine. Euh, Comme tu le sais, donc on l'a dit, on a beaucoup entendu parler du sujet des transferts de données en tant que tel. Il y a un sacré historique de réglementation, de jurisprudence autour de ça. Je pense à Schrems 1, le Privacy Shield Schrems 2, le Data Privacy Framework, mais il y a eu aussi beaucoup de méthodologies, de recommandations, notamment celle du CEPD, donc le Comité européen des protections des données. Comment toi, tu expliques auprès de tes clients, notamment qui sont de toute taille, de tout secteur confondu, comment s'inscrit ce nouveau guide au milieu de tout ce que je viens de citer? Alors, en effet, enfin, les sujets de transfert, ça a toujours été un sujet un peu brûlant, et puis encore plus quand il y a eu, donc en effet, avant le Data Privacy Framework, donc pendant la validation de la décision d'adéquation pour pouvoir transférer les données vers les États-Unis. Aujourd'hui, ce nouveau guide, il est vraiment là pour être un guide méthodologique pour aider les exportateurs de données, donc les personnes qui vont transmettre des données en dehors de l'Union européenne, sur comment faire ces analyses d'impact. Je pense que globalement, euh, avec le lancement du RGPD, etc., on a beaucoup fait des mises à jour contractuelles, on a beaucoup implémenté des clauses contractuelles types, on s'est basé sur les décisions d'adéquation de l'autorité, enfin de la Commission européenne. Mais finalement, cette analyse d'impact de transfert, euh, de mon expérience, elle n'a pas encore été réalisée à grande échelle. Euh, on a beaucoup cadré les choses juridiquement sans pour autant vraiment faire cette analyse poussée des impacts des transferts. 8 ans après le RGPD, je pense qu'on arrive à un degré de maturité aussi des organisations qui fait que on peut davantage se poser les questions. Les évolutions géopolitiques aussi font qu'on se pose davantage de questions, et puis l'importance de la souveraineté numérique de l'Europe, comme on en parle régulièrement. Euh, voilà, donc pour moi, ce guide, il est vraiment là pour accompagner vraiment les responsables de traitement enfin, en tout cas les exportateurs de données plutôt, dans la réalisation de ces analyses d'impact. D'accord. Ok, donc l'objectif de ce guide final pour toi, c'est vraiment, enfin, c'est de donner une méthodologie pas à pas pour les Ouais, exportateurs et aussi les importateurs, et peut-être offrir aussi une méthodologie de collaboration entre les deux, parce que finalement, ils ont chacun leur lot d'informations à ouais. partager. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Ok. Chacun a son lot Est-ce que, d'informations et ses enjeux en ouais, plus. exactement, ouais, tout à fait. Pour les personnes aussi qui découvrent un petit peu et qui prennent connaissance de tous ces acronymes, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre une AITD et une AIPD? Oui, alors une AITD, c'est une analyse d'impact sur le transfert de la donnée, donc qui va vraiment porter sur comme son nom l'indique, hein, sur les transferts de données en dehors de l'Union européenne. Pour rappel, la législation est assez claire sur le fait que de fait, il n'y a pas le droit d'exporter de la donnée en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque on a un cadre juridique ou un cadre qui nous permet de le faire.
Une analyse d'impact sur la protection des données, AIPD, ça va être là pour analyser l'impact d'un traitement qu'on va considérer comme à risque pour les droits et libertés des individus. Donc, globalement, le régulateur estime qu'il y a un risque à transférer les données, mais finalement, le risque est différent de juste un risque qui porte, enfin, un traitement qui porte des risques pour les droits et libertés des individus. Donc, on va avoir une méthodologie d'analyse qui va être différente parce qu'il faut pouvoir aller chercher des informations sur le cadre juridique applicable en dehors de l'Union européenne. Une AIPD, c'est vraiment une analyse de risque qu'on va faire sur un traitement qui serait considéré comme à risque, donc comme par exemple de la surveillance à grande échelle, des traitements qui vont entraîner une notation ou une évaluation d'une personne etc. Donc, c'est vraiment deux outils distincts, mais et deux méthodologies distinctes qui n'ont pas le même objectif, en fait. D'accord. Ok. Eh ben merci. C'était important hein, de poser un peu le contexte de ce nouveau guide, les différentes définitions. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, dans le concret. Quelles sont, pour toi, les Justine, les bonnes questions à se poser pour mener à bien une AITD? Alors, pour pouvoir mener à bien une AITD, ben justement, le guide nous permet d'avoir voilà, des étapes clés hein, dans la réalisation de cette analyse. Mais avant tout, la première, c'est est-ce que mon traitement nécessite la réalisation d'une AITD? C'est-à-dire que déjà, la base, c'est de se dire, OK, euh, on a du mal des fois à se dire, finalement, la donnée, elle reste stockée en Europe, mais elle est accédée depuis l'étranger. Est-ce que c'est un transfert ou pas? La réponse, elle est assez claire hein, aujourd'hui. Dès lors qu'on a euh, une entité juridique autre qui va traiter la donnée pour votre compte depuis l'extérieur de l'Union européenne, c'est un transfert de données. Donc déjà, on rentre dans ce cadre-là. Euh, Ça, c'est important parce que, voilà, et c'est important aussi, le guide replace quand même un sujet important aussi, c'est de se dire que c'est bien un transfert entre deux entités juridiques. Donc, si j'ai un collaborateur qui est en déplacement à l'étranger et qui traite la donnée depuis l'étranger, depuis ses outils classiques, etc., c'est un élément ponctuel, c'est pas entre deux entités et donc on n'est pas dans le cadre d'un transfert de données. Par contre, voilà, pour le coup, euh, on a bien ce sujet voilà, deux responsables de traitement qui vont traiter de la donnée. Euh, Est-ce qu'on est dans un pays tiers qui est adéquat ou pas d'un point de vue de l'Union européenne, ce qui va nécessiter aussi donc, la réalisation de cette analyse d'impact sur le transfert de données. Euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment les questions clés à se poser. C'est OK, j'ai un traitement de données, est-ce que déjà il y a un transfert? Ça c'est la première étape. Une fois qu'on a défini qu'il y a un transfert, la question suivante, c'est ce transfert est-il dans un pays considéré comme sûr, donc c'est-à-dire un pays adéquat? Si on est dans le cadre d'un pays adéquat, on n'a pas besoin de réaliser cette analyse d'impact sur le transfert de données. Et par contre, pour l'ensemble des autres transferts, on est dans l'obligation de réaliser cette AITD. Et ensuite, pour pouvoir mener à bien cette analyse, les points clés, c'est voilà, identifier le traitement qui va être réalisé, identifier le pays destinataire, les outils de transfert utilisés, est-ce qu'on a besoin de garanties supplémentaires et comment prouver les mesures de sécurité si elles sont effectivement mises en œuvre. Vraiment, je pense qu'un des enjeux clés de ces analyses, c'est le contexte du traitement et réussir à avoir les informations euh, sur qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Est-ce qu'il y a des sous-traitants ultérieurs qui sont mobilisés? Parce que du coup, il faut que l'analyse, l'AITD, elle couvre vraiment l'ensemble du transfert. Donc, si par exemple, moi, en tant qu'entreprise française, je transfère des données à une entreprise située au Japon, mais qu'elle-même retransfère les données à une société située en Indonésie, mon analyse d'impact, elle va devoir traiter l'ensemble de la chaîne. Ça, c'est un peu classique d'un point de vue RGPD, c'est qu'on a une chaîne de sous-traitance qui est couverte par l'ensemble du périmètre.
Très bien. Tu as parlé aussi des informations à recueillir pour justement répondre à toutes ces questions. Vers qui, moi, si je suis DPO au sein de ma structure, vers qui je peux me tourner au sein de mon organisation pour que justement ces personnes puissent m'assister dans la démarche et m'apporter les informations dont on vient de parler? Ouais. Alors, en effet, on va avoir le DPO. Deuxième acteur clé, hein, c'est les responsables du traitement, enfin, le responsable opérationnel du traitement. Qui est-ce qui porte le projet? C'est eux qui vont pouvoir te renseigner sur qui est l'importateur de la donnée, pourquoi est-ce qu'ils veulent l'importer, qui va pouvoir te mettre en relation avec les personnes clés de son prestataire ou de la filiale du groupe qui est mobilisée dans ce transfert de données. Et ensuite, l'équipe juridique, c'est important de mobiliser l'équipe juridique parce qu'il y a quand même une analyse comparative du cadre légal du pays tiers qui est à réaliser. Dans le guide de la CNIL recommande fortement en fait, de faire porter cette obligation d'identification des législations applicables par l'importateur de la donnée. C'est-à-dire que mon prestataire est situé en Indonésie, en Argentine, je ne sais où. C'est à lui de me transmettre la liste des législations qui vont pouvoir s'appliquer, qui peuvent avoir un impact sur mon traitement. Mais après, voilà, on a quand même cette analyse juridique à faire sur l'impact de tel et tel point de droit sur finalement la sécurité du transfert. Dernière équipe clé, hein, c'est bien sûr l'équipe IT, le RSSI, qui va pouvoir évaluer les mesures techniques de sécurité en place, les identifier déjà avant de les évaluer. Est-ce qu'on a de la donnée qui est pseudonymisée, anonymisée? Est-ce qu'elle est chiffrée? Est-ce que, voilà, vraiment comprendre comment est-ce que la donnée est transférée et comment est-ce qu'on a mis en place des mesures de sécurité pour limiter l'impact de ce transfert. D'accord, donc c'est vraiment un travail d'équipe Voilà, qui permettra de mener à bien cette analyse. Et exactement. justement, tu parlais des étapes tout à l'heure de l'AITD. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment les mener à bien? Comment réaliser les 6 étapes qui sont décrites dans le guide? Ouais. Alors, donc, la première étape, c'est connaître son transfert. Ça a l'air simple comme ça. On se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai un... enfin, si ma donnée elle est transférée, c'est bien pour quelque chose. Ça doit être spécifié dans le contrat, ça doit être spécifié dans le registre des activités de traitement. Finalement, de ce que je vois, moi, chez mes clients en tout cas, et pour en discuter avec d'autres DPO, l'identification, donc comme je le disais, hein, la chaîne déjà de sous-traitants ultérieurs, c'est pas toujours très clair dans les contrats. Euh, les modalités de transfert technique de la donnée, c'est pas toujours très clairement établi dans le contrat ou dans le registre. Ça dépend un peu de la maturité du dispositif de conformité, etc. Donc voilà, connaître son transfert, c'est déjà la première étape. Mais si on fait le parallèle avec l'analyse d'impact sur la protection des données, donc l'AIPD, finalement, on se retrouve un peu dans les mêmes sujets, hein. C'est aussi une difficulté dans l'AIPD, c'est de bien cadrer le périmètre du transfert, savoir le traitement, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il se termine. Bah, pour le transfert, c'est un peu pareil. Voilà, les acteurs, comprendre les flux, etc. Donc ça, c'est une première étape, ce qui va se faire forcément avec vraiment les responsables métiers, l'importateur. Là, il faut absolument mobiliser l'importateur de données pour comprendre, et l'équipe IT ou RSSI en charge de la sécurité du transfert. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est recenser l'outil de transfert. Donc, dans le cadre, dans la législation, on a un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser pour encadrer des transferts de données. On a donc le plus connu, enfin en tout cas le plus simple, c'est la décision d'adéquation. Donc, celui-là, on le sort parce qu'on n'a du coup pas besoin de faire d'AITD, parce que l'AITD a été réalisée par la Commission européenne globalement en fait sur le cadre juridique. On a ensuite les clauses contractuelles types, donc qui sont des clauses juridiques qui ont été produites par le régulateur et qui nous permet de bien encadrer les relations entre RT, ST, un responsable de traitement sous-traitant, importateur-exportateur. On peut aussi avoir les BCR, donc, qui sont les règles d'entreprise contraignantes, qui sont donc des règles qu'on aurait établies intra-groupe pour pouvoir justement encadrer ces transferts entre les filiales du groupe, euh, etc. Et donc, en fonction de cet outil de transfert et de ce qui a été euh, inscrit dedans, notamment pour les règles d'entreprise contraignantes, voilà, il faut qu'on puisse établir quelles étaient les obligations de l'importateur et de l'exportateur dans le cadre de ce qu'on a défini pour ce transfert de données.
Troisième étape, c'est l'évaluation du cadre juridique du pays tiers et l'efficacité de l'outil de transfert. Donc, on va devoir demander à l'importateur la liste de ces législations applicables, qui ne sont pas forcément uniquement des législations liées à la protection des données personnelles. Parce qu'en fait, on peut avoir, par exemple, une législation fiscale qui va obliger une entreprise dans un pays X à transmettre la donnée relative à ses clients à l'administration fiscale. Donc ça, cette loi-là, elle va forcément avoir un impact sur la sécurité de l'accès à la donnée. Et pour autant, ce n'est pas une loi qui régit les données personnelles. Donc c'est pour ça que c'est un peu complexe de pouvoir couvrir l'ensemble. Hmm. Donc on s'appuie et sur les importateurs euh, et si besoin, enfin, après, il y a un certain nombre de ressources en ligne, hein, bien évidemment, mais quand il faut aller analyser une loi nationale dans une langue qu'on ne maîtrise pas, ça C'est pas complexifie simple. également Ouais. le sujet, en effet. Et donc, en fonction du cadre juridique, on va challenger et analyser l'efficacité de l'outil de transfert. On va se dire, OK, dans mes BCR, j'avais écrit que ma filiale s'engage à ne pas transmettre les données sous réquisition d'un juge, par exemple. Bah, sauf qu'en fait, dans le cadre juridique du pays, on te dit que si le juge te demande d'avoir accès aux données, tu es obligé de les transmettre. Donc, ça va forcément avoir un impact sur l'efficacité de l'outil. Et c'est pour ça qu'on va identifier et adopter des mesures supplémentaires. Donc, en général, il y a déjà des mesures qui sont en place. Il faut déjà les identifier et, si nécessaire, ben, les renforcer avec, voilà, euh, utiliser les techniques de chiffrement avec l'importateur qui ne maîtrise pas la clé de déchiffrement, avoir que de la donnée pseudonymisée, qui va quand même réduire ton risque, ou de la donnée complètement anonymisée, etc. Donc, on va avoir des mesures supplémentaires aussi, des mesures coercitives, hein, contractuelles. Et après, c'est vraiment une négociation entre l'importateur et l'exportateur. Une fois la mise en œuvre de ces mesures, il y a un dernier sujet qui est quand même hyper clé dans les AITD et qui est, je pense, une vraie difficulté, hein, pour les TPE aujourd'hui, c'est la réévaluation régulière de l'AITD en fonction notamment de l'évolution du cadre juridique local. Et ça, il faut pouvoir du coup avoir une veille active sur le sujet. Hmm. Euh, c'est en ça qu'il faut aussi pouvoir contractuellement imposer à ton importateur de te tenir informé des évolutions juridiques qui pourraient avoir un impact sur la sécurité de ton outil de transfert. D'accord, donc en fait, c'est pas vraiment, c'est pas une collaboration unique sur une première évaluation, c'est vraiment sur tout le long de la collaboration plus contractuelle, je veux Exactement. dire. Et d'accord, donc c'est vraiment un suivi, comme tu l'as dit, une veille à assurer. Est-ce que tu aurais des cas concrets à nous partager par rapport à ces étapes ou alors de façon générale, une analyse pour les transferts que tu as vécus? Alors, en fait, je trouve qu'il y a vraiment deux euh, typologies d'AITD que nous, on fait pour nos clients. Il y en a une qui est vraiment dans le cadre de transfert intragroupe avec, OK, j'ai une filiale dans un pays. Là, la dernière fois, la filiale de chez mon client, c'était en Thaïlande et il y a des flux de données entre la filiale française et la filiale thaïlandaise. Et donc, ça, c'est une première typologie. Puis, tu as un autre type d'AITD qui va être entre un responsable de traitement et son sous-traitant, en général, qui est situé à l'étranger, ou le sous-traitant de son sous-traitant. Déjà, entre ces deux typologies d'AITD, tu vas avoir en fait, tu n'as pas la même, t'as pas la même force de négociation potentielle avec ton importateur. Donc, c'est pas du tout la même démarche et la même méthodologie. Il faut bien avoir en tête qu'en fait, on n'a pas les mêmes niveaux de sensibilité en fonction de la culture dans laquelle, depuis laquelle on vient. Et donc, tu vas avoir des réponses qui sont pas forcément voilà, les mêmes niveaux. On peut considérer quelque chose de très sécurisé dans un pays qui ne sera pas dans un autre. Ça, c'est un sujet. Je pense que ce qui est important quand on lance ces projets un peu à grande échelle, de réaliser les AITD pour l'ensemble des traitements qui le nécessitent, c'est de pouvoir, tu vois, bien définir voilà, une méthode, d'avoir des outils qui vous permettent de pouvoir bien, dupliquer les AITD, parce que finalement, en général, on n'a pas non plus un milliard de pays tiers dans lesquels on envoie la donnée. Donc, il faut pouvoir rationaliser, pouvoir identifier aussi voilà, quel est le niveau de risque qu'on accepte et qu'on n'accepte pas. Mais ça, je pense que c'est des choses que les entreprises ont fait, en effet, aussi, tu vois, quand
au moment de la validation de l'accord d'adéquation avec les États-Unis, on s'est quand même tous posé la question, bon, ben, en fait, la moitié de mes prestats, là, je suis dans une situation où je suis plus en Mm. légalité. Qu'est-ce que je fais? Quel est le niveau de risque en tant que responsable de traitement que j'accepte sur ces sujets-là? Donc, voilà, ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut aussi pouvoir profiter de ces analyses pour eh ben, avoir une démarche proactive et des nouveaux indicateurs de pilotage de ton risque par rapport à des accès non autorisés à la donnée, notamment par des pays tiers, pour pas juste faire une analyse pour faire une analyse, mais avec Mm. toujours cette ambition de garantir la sécurité et la confidentialité des données que l'on traite. Euh, Qu'est-ce que je peux enfin, comme d'autres enseignements qu'on tire, nous, des analyses d'impact qu'on fait, hein, c'est voilà, cette connaissance du transfert, finalement, c'est un des sujets qui nous pose souvent question, notamment sur les mesures techniques réelles de transfert de la donnée et d'accès à la donnée, de gestion de la donnée par notre prestataire qui est situé en dehors de l'Union européenne. Euh, une des solutions, hein, c'est quand même de se baser aussi, pareil, sur des normes internationales qui vont quand même garantir un peu un niveau de confiance de la part de son prestataire tiers. Euh, et après, il y a une autre difficulté, c'est voilà, la force, en fait, dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à négocier des mesures supplémentaires? Euh, alors, technique, en général, c'est faisable. Mais tu as des mesures supplémentaires contractuelles où les gens ils vont pouvoir, enfin, où notre importateur va s'engager sur du long terme à faire une veille juridique, etc. C'est pas toujours facile et ça dépend vraiment du niveau de contractualisation et de confiance qu'on a envers ce tiers-là. Oui, d'accord. Euh, Donc, dès le départ, il faut encadrer ça, quoi. ouais, exactement. Et puis un autre enjeu, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait si on identifie qu'il y a des risques importants liés à ce transfert? Est-ce qu'on est prêt à changer Mm. d'outil? Est-ce qu'on est prêt à changer de prestataire? Euh, il y a des solutions qui sont un peu insolubles, qui sont des conflits de loi. Enfin, je veux dire, il y a des législations applicables ben, qui finalement sont en contradiction avec le RGPD. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait de ces points-là, quoi? Et ça, voilà, il faut aussi bah, réussir à avoir une négociation en limitant au maximum le risque euh, et, privilégier en tout cas voilà, les données pseudonymisées. Déjà, ça permet quand même, dès lors que c'est possible, d'avoir un risque limité pour des accès non autorisés aux données. Ok. Dernier sujet, c'est les possibilités de faire de porter des litiges en fait devant les juridictions si jamais il se passe quelque chose. En tant qu'individu, j'ai un droit d'accès à mes données, j'ai un droit d'effacement de mes données. Comment est-ce que, en tant qu'exportateur de la donnée, je m'assure que la personne à qui je vais la confier respecte bien les instructions sur ces thématiques-là? Super. Bah, écoute, merci beaucoup Justine pour tous ces enseignements. Ce que je retiens aussi, c'est tu mentionnes beaucoup l'approche par les risques, qui peut être une bonne Ouais. méthodologie à adopter en parallèle de tout ce que nous offre l'ACDIL aussi. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on l'adresse ce sujet-là aussi sur Dastra. Et puis après, on passera au temps de questions si vous en avez. Euh, alors, je vais partager mon écran à mon tour. Et normalement, c'est bon. Alors, l'idée pour nous, c'était d'intégrer ce nouveau guide dans Dastra pour que justement vous puissiez avoir bah, déjà tous vos outils centralisés sur au même endroit, sur la même application, bien sûr, et surtout de pouvoir vous guider au fur et à mesure dans la complétion de ce questionnaire. Donc, il fait partie de nos modèles. Voilà, vous êtes ici sur Dastra dans le module questionnaire. Et vous allez pouvoir retrouver, il est déjà en ligne pour nos utilisateurs ou pour les personnes qui veulent lancer un test gratuit. Vous avez directement accès à l'ensemble de ces modèles, dont l'AITD. Alors, je l'avais déjà importé, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, bon, si vous l'avez un petit peu regardé, vous savez qu'il y a déjà pas mal de questions. Comme l'a expliqué Justine, il y a quand même pas mal d'étapes à respecter. C'est pour ça qu'en fait, à chacune d'entre elles, on va vous proposer des explications
des définitions des termes, parce que parfois, quand on est un DPO qui commence ou alors qui vient d'arriver dans une nouvelle entreprise, on n'a pas forcément toutes ces infos-là. Donc, c'est important pour nous de pouvoir vous aider au fur et à mesure de la complétion, comme je vous le disais. Vous saurez aussi, surtout, hein, c'est ça l'objet de ces différentes étapes, vous saurez à la fin s'il faut ou non mettre en œuvre ce transfert, et puis s'il est déjà mis en place, s'il faut l'arrêter ou au contraire, on espère le maintenir. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est vrai qu'on ce guide est très, très riche. Donc, on a voulu vraiment vous apporter des guides au fur et à mesure, comme je vous le disais, pour que vous puissiez vraiment le compléter en connaissance de cause. Qu'est-ce qui est attendu de vous? Et puis aussi, surtout, savoir si vous pouvez faire le transfert. Le questionnaire est disponible à ce stade en français et en anglais. Et puis, l'intérêt de l'avoir sur Dastra, c'est aussi de pouvoir rattacher le questionnaire à un sous-traitant, par exemple. Comme ça, peu importe votre emplacement dans l'application, vous allez pouvoir retrouver votre questionnaire, vos différentes réponses. Et donc, comme Justine l'a très bien dit, en fait, c'est vraiment un guide qui doit être complété de façon collaborative. Donc, c'est important de pouvoir retrouver les réponses à différents endroits. Parce que peut-être que vous n'allez pas le compléter en une fois, on vous le souhaite, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, vous allez pouvoir le retrouver notamment depuis votre cartographie des données. Donc, dans Dastra, c'est vraiment l'ensemble des informations que vous avez pu saisir dans votre registre, mais par catégorie, justement pour adresser ce sujet-là sans passer par une approche article 30 uniquement ou une approche fiche de traitement. Donc là, si vous voulez, si je vais dans mon référentiel des acteurs, je vais retrouver tous mes destinataires internes comme externes et je vais pouvoir filtrer et, entre guillemets, interroger mon référentiel et faire ressortir uniquement mes sous-traitants, par exemple. Je vais pouvoir aussi faire ressortir mes acteurs qui sont dans un pays en particulier, donc grand des hasards, États-Unis. Voilà, ils vont ressortir ici. Je peux aller un petit peu plus loin également en ajoutant un filtre ici, parce qu'on vous en propose par défaut, mais vous pouvez aller plus loin. En recherchant par exemple le pays de localisation des données du sous-traitant ultérieur. Donc, on est vraiment sur. Donc là, je suis vraiment plus sur le sujet de transfert en tant que tel, mais c'est bien sûr lié au sujet d'aujourd'hui de la ITD et je vais pouvoir retrouver tous les sous-traitants qui ont un sous-traitant ultérieur dont les données sont aux États-Unis, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment voilà, entrecoupé et vous pouvez retrouver tout au même endroit. Vous pouvez également, depuis votre registre des traitements, dans votre traitement, on va prendre celui-ci, gestion des candidatures, vous allez à l'étape destinataire pour enseigner ce potentiel sous-traitant avec un transfert et directement depuis cette étape, planifier l'ITD, le questionnaire qu'on vient de voir dans le module. Et puis aussi, vous pouvez générer automatiquement vos clauses contractuelles type, vos DPA. Donc ça, c'est grâce à notre module contrat. On pourra en reparler à l'occasion. Mais voilà. Et depuis le module registre des traitements, vous avez également euh, un onglet transfert où justement, là, vous avez l'ensemble des transferts que vous avez pu renseigner dans vos différents traitements. Et puis aussi le mécanisme de transfert qui encadre ce transfert. Ça fait beaucoup de fois le mot transfert, mais bon, on est là pour ça. Voilà, et vous avez différents formats d'affichage et toujours cette possibilité d'ajouter des filtres. Vraiment, l'idée pour vous dans Astra, c'est de trouver l'information rapidement, peu importe votre emplacement dans l'outil. Et puis, je crois que c'est ce que je voulais vous montrer dans l'application, mais surtout effectivement ce modèle où, comme vous pouvez le voir dans le guide, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est des grands tableaux, mais il y a quand même 96 questions. Alors au total, parce que c'est vrai que selon en fait vos réponses aux questions, notamment de l'étape 3, vous allez soit passer directement à l'étape 6, soit continuer à l'étape 4 pour ajouter des mesures supplémentaires. Mais ça, justement, Dastra va vous ouvrir, entre guillemets, les questions supplémentaires si besoin, selon les réponses apportées aux étapes, à l'étape 3 en l'occurrence. Euh, voilà, donc c'est déjà un questionnaire qui est en ligne. Si vous êtes utilisateur ou en test ou peut-être vous n'avez pas encore passé le pas, n'hésitez pas. Vous pouvez directement créer votre compte de test juste ici, directement, ou alors vous nous contactez sur notre adresse contact@dastra.eu pour en discuter plus longuement.
Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer peut-être à un temps de questions-réponses, que ce soit sur Dastra ou sur les différentes informations dont nous a partagées Justine juste avant. Alors, je vais arrêter mon partage. Alors, donc il y a une première question qui serait: Bonjour, serait-ce possible d'avoir quelques indicateurs pour évaluer le niveau de risque acceptable? C'est difficile de fixer comme ça des règles structurantes parce que ça dépend vraiment beaucoup du secteur d'activité, puis enfin, en fait, de la propension au risque aussi hein, lié aux données personnelles. Pour moi, il y a un sujet quand même enfin, qui est assez clair, c'est OK, est-ce que ce transfert, il va concerner des données sensibles? Est-ce il concerne des personnes vulnérables? Est-ce que le traitement qui est porté par le transfert a, en plus de ça, un risque important sur les droits et libertés des individus pour pouvoir, voilà, des traitements qu'on considère comme déjà à risque quand on les réalise au sein de l'Union européenne, peut-être pas ceux-là qu'il faut, en plus de ça, transférer, enfin réaliser en dehors de l'Union européenne. Ensuite, il y a enfin, voilà, il y a des sujets sur est-ce que enfin, est-ce que la non-conformité du transfert, ou en tout cas la difficulté du cadre juridique, entraîne potentiellement une perte de droits pour les personnes concernées? Est-ce que on est dans un pays importateur avec des changements législatifs un peu très réguliers, un peu, voilà, c'est un peu essayer d'identifier le risque aussi de, OK, je fais mon analyse à une date T, est-ce que, en fait, T plus 2, on est sûr qu'il va y avoir des évolutions imprévues? Est-ce qu'on a une difficulté à prouver l'efficacité des mesures de protection? Je pense que voilà, cette analyse de transfert, elle permet aussi de challenger la confiance qu'on a envers l'importateur de la donnée, qui peut être donc soit une filiale du groupe, soit un tiers externe. Si Justine, on a eu d'autres questions, notamment, vous avez indiqué qu'un transfert a lieu si le sous-traitant importateur est situé dans un pays tiers. Qu'en est-il lorsque le sous-traitant importateur se trouve dans le E et que le responsable de traitement exportateur est établi dans un pays tiers? La question, c'est responsable de traitement dans un pays tiers et un portateur sous-traitant dans l'UE, c'est ça? C'est ça. OK. Alors, de la même manière, en fait, si l'importateur, alors, euh, si, pardon, en fait, c'est la société qui est située au sein de l'Union européenne qui doit réaliser l'analyse d'impact, même si c'est elle qui est sous-traitant. Voilà. Parfait. Et je vois une autre question. Je suis peut-être allée un petit peu vite sur l'accès au questionnaire. Je vais repartager très rapidement mon écran. Alors, je vois la question hein, concernant les utilisateurs d'Astra. Pour accéder au modèle, vous allez pouvoir directement, depuis votre module questionnaire, cliquer sur Créer modèle à partir d'un modèle. Et ensuite, alors il apparaît normalement directement en premier ici. Donc c'est Analyse d'impact des transferts de données AITD, CNIL. Et puis sinon, vous pouvez rechercher dans la barre de recherche ici. Et vous devrez avoir accès au questionnaire. Voilà, petit aparté. Hop. Autre question, un contrat peut-il simplement faire référence aux clauses contractuelles type ou celles-ci doivent-elles être annexées et signées en l'état avec sélection des modules? Il faut qu'elle soit annexée et signée en l'état. Je confirme. Euh, Dans le cas d'un transfert de données entre notre ST et un ST ultérieur, qui est censé mener l'AITD? Nous, responsables de traitement, ou notre sous-traitant? c'est à vous en tant que. Alors, non, pardon, je reprends. C'est à l'exportateur. Là, en fait, on sort de ce sujet importateur, exportateur, RT, ST qu'on a l'habitude de traiter. Là, c'est vraiment l'exportateur de la donnée qui doit réaliser cette AITD. C'est-à-dire que j'ai un responsable de traitement X qui me confie un traitement, je suis sous-traitant, j'envoie les données vers ailleurs. C'est moi qui dois faire l'analyse d'impact. Par contre, le responsable de traitement
doit s'assurer que ça a été fait et le responsable de ce traitement doit participer, si nécessaire, à la réalisation de l'analyse d'impact de transfert de données, le cas échéant. Et pareil, donc si mon ST il est au sein de l'Union européenne et que c'est lui qui exporte les données, c'est bien le ST qui a l'obligation réglementaire de faire l'analyse d'impact sur le transfert de données. Et le RT reste responsable de s'assurer que son sous-traitant fait bien le travail et donc qu'il ait bien fait son analyse d'impact. Toujours le maître mot est aussi collaboration, là encore. Exactement. On a d'autres questions, hein, c'est normal, c'est le sujet des transferts, ça en suscite beaucoup. Bonjour, dans le cadre d'un transfert de données comprenant des données sensibles pseudonymisées, dans le cadre d'une recherche clinique vers un pays reconnu adéquat par la CNIL, les CCT plus AIPD sont-elles suffisantes ou devons-nous tout de même réaliser une AITD? AIPD, pardon. CCT plus AIPD sont-elles suffisantes ou est-ce qu'il faut faire une AITD? Alors, dès lors qu'on est dans un pays reconnu comme adéquat par la CNIL, on n'a pas besoin de faire d'analyse d'impact sur les traitements de données. Sauf, bien sûr, il faut faire attention à ce que la décision de l'adéquation, elle couvre bien mon transfert. C'est-à-dire que la décision de l'adéquation qu'on a, par exemple, avec le Canada ou avec le Japon, ou même avec les États-Unis, elle ne couvre pas l'entièreté du pays. Elle couvre, donc, dans le cadre des États-Unis, par exemple, que les entreprises qui ont souscrit au Data Privacy Framework. Pour le Canada, c'est uniquement les entreprises commerciales, etc. Et donc, dès lors qu'on rentre dans la décision d'adéquation, il n'y a pas besoin de faire d'analyse d'impact sur le transfert de données. Par contre, si on n'est pas dans cette décision d'adéquation pile poil, il faut bien évidemment faire une analyse d'impact sur le transfert de données. Alors, il y avait une autre question de Maëlys Durand. Est-ce que nous pouvons lui demander l'analyse pour preuve ou seulement le résultat? Je pense que ça rebondissait sur une autre question. Donc, si vous pouvez nous remettre le Je pense que contexte. c'est ouais, peut-être si le RT, euh, que le RT doit Oui, demander l'analyse au sous-traitant. au Pour sous-traitant, moi, oui. on peut demander en effet l'analyse pour avoir une maîtrise de son traitement. Hmm. Une autre question. Si je saisis les données d'une personne sur un site web d'un organisme hors UE, par exemple pour activer un produit, est-ce que cela est considéré comme un transfert? Euh, alors, je ne sais pas qui c'est, enfin, si en tant qu'entreprise, en fait, c'est ça le truc, c'est que, enfin, si en tant qu'entreprise, mon job, c'est d'ouvrir euh, des comptes vers enfin, c'est un peu compliqué de donner des certitudes au vu de la question, mais a priori, si en tant qu'entreprise, je souscris pour un client à un produit qui est porté par une entreprise externe, pour moi, il y a un transfert. Ouais. Il faudrait qu'on creuse un peu le sujet, mais a Oui. priori, c'est un transfert. Et une dernière question qui est, l'AITD est-il une obligation? Ça va permettre, pourquoi pas, de résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, l'AITD est une. Alors, la méthode proposée par la CNIL pour faire une AITD n'est pas une obligation en tant que telle. On peut utiliser d'autres méthodes, c'est bien précisé dans le guide de la CNIL. Pour autant, vous devez en effet vous garantir que le transfert, le transfert hors UE est bien encadré et ne comporte pas de risque. Donc, l'AITD vous propose une méthode pour évaluer, enfin, l'AITD et le guide de la CNIL et le module de DASTRA vous proposent une méthode pour le faire. Pour autant, vous avez le droit d'utiliser une autre méthode que vous inventeriez ou, euh, ou d'autres méthodes d'analyse de risque un peu plus classiques. Voilà. Mais pour autant, il faut bien faire ce travail d'analyse de risque. Enfin, l'analyse de la conformité plus que de l'analyse de risque. Oui. Et pour justement boucler sur cette question, et je reviendrai sur celle de Frédéric, mais est-ce que tu aurais des exemples de transferts? C'est la question Ouais. de Fouad. Par exemple, j'ai mon sous-traitant qui a donc mon sous-traitant qui serait, je sais pas, un outil mon service client, mon outil de gestion, mon CRM, qui a un service support H24, 7 jours sur 7. Et donc, il a une partie de ses équipes support qui sont basées en Asie pour pouvoir traiter un certain fuseau horaire. Enfin, en tout cas, voilà, une partie qui vont être basées plutôt côté Amérique, et une partie côté Europe pour pouvoir être dispo 7 jours sur 7. Là, ça veut dire qu'on va avoir un accès par un, par un
une entité tiers à mes données depuis l'extérieur de l'Union européenne. On peut avoir euh, pareil, enfin, un service client. Mon service client, il est basé à Madagascar. C'est-à-dire que j'ai créé une entité juridique basée à Madagascar ou à Maurice, en général, pour pouvoir faire du phoning pour mes clients. C'est un transfert de données, une entité tiers qui va avoir accès à ma base de données client pour pouvoir réaliser des traitements pour mon compte. On peut avoir, pareil, on a des services informatiques externalisés à l'étranger. On peut avoir euh, de la donnée qui serait hébergée en dehors de l'Union européenne pour mon compte. On peut avoir tout un tas de choses. Euh, dès lors qu'on, en fait, dès lors qu'on va avoir une entité, euh, souvent hein, c'est dans le cadre des logiciels en mode SaaS, qui vont avoir soit un prestataire, soit un sous-traitant ultérieur, soit eux-mêmes qui sont initialement des prestats hors UE. Oui, puis je crois que aussi, ce qui est à préciser, c'est que il faut pas forcément avoir une action positive dans le sens où si on nous rend accessibles les données personnelles dans ce fameux pays tiers, c'est aussi un transfert dès lors Exactement. que vous y avez accès. Ouais. Euh, Frédéric nous demandait aussi quand Microsoft héberge nos données aux USA alors qu'on se trouve en UE, pas besoin de faire une AITD si j'ai bien compris. Il y a à date, le 4 mars 2025, pas besoin parce que Microsoft a souscrit au Data Privacy Framework. Ça peut changer. Demain, si le DTF tombe, il y aura besoin de faire une AITD. Euh, et enfin, la différence entre communication de données et transfert de données, justement. Et il y a pas enfin, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre C'est communication de ça. données et transfert de données. C'est juste il y a quand même une dérogation à la formalisation de ces analyses d'impact sur le transfert de données. C'est dès lors qu'on rentre dans les champs d'exclusion de l'article 49 de la législation. C'est-à-dire que si c'est un transfert qui est ponctuel, qui est réalisé sur le consentement, enfin, via le consentement de la personne, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères cumulatifs. Donc, voilà, consentement, le fait que ça soit un transfert ponctuel de la donnée. Dans ce cadre-là, on considère qu'il n'y a pas besoin d'un encadrement juridique du transfert. Mais par contre, dès lors qu'on rentre dans l'obligation réglementaire d'avoir un encadrement juridique du transfert, eh bien, on est bien dans un transfert. Donc, pour moi, la communication, enfin, la différence que je verrais, ce serait ça. C'est la communication de données, c'est OK, c'est ponctuellement, je dois transférer je sais pas, les coordonnées de contact de mon collaborateur à un hôtel en Afrique du Sud parce qu'il va se déplacer en Afrique du Sud. On n'est pas dans un transfert de données parce que c'est pas un traitement récurrent. Hmm. Ouais, c'est Alors une que récurrence qui rentre en compte. alors que si j'ai mon service de gestion de l'ensemble des déplacements professionnels de mes équipes qui est basé en Afrique du Sud, pour le coup, c'est un transfert parce que le service va le gérer depuis là-bas. Je sais pas si vous voyez la Parfait. différence. Et une question un peu plus de formalisme. Est-ce que l'AITD doit-elle être signée par le responsable de traitement, par exemple le PDG ou autre? Euh, alors, pour moi, elle doit être en effet validée par le responsable de traitement de la même manière que le registre, de la même manière que Hmm. les analyses d'impact, parce euh, en fait, la ITD, elle va être rattachée à un traitement de données en général, et donc elle va permettre d'éclairer le responsable de traitement sur les risques portés par ce traitement-là. Donc, c'est important que il puisse avoir l'ensemble des informations dans le cadre de la validation, notamment du registre. C'est un Et bon je rappel précise, aussi sur elle les autres. doit, ouais, exactement. Je précise d'ailleurs que initialement, elle doit être réalisée avant que le transfert soit en œuvre, comme les données d'impact, comme le registre de traitement. Je connais la réalité opérationnelle, puis le fait que voilà, il faut aussi gérer le stock. C'est pas toujours facile de pouvoir gérer le stock, mais du coup, voilà, c'est important d'intégrer ça dans vos dispositifs de privacy by design. Vous dites, OK, j'ai un nouveau traitement. Est-ce qu'il coche toutes les cases des grands principes de la réglementation? Est-ce qu'une analyse d'impact est nécessaire? Là, il faut rajouter, est-ce qu'une analyse de transfert est nécessaire pour pouvoir être bien au clair sur la conformité du traitement? Parfait.
Écoute, merci beaucoup Justine, je crois que tu as répondu à plein de questions. Et puis de toute façon, vous allez pouvoir, si tu veux Justine, peut-être, je ne sais pas s'il y avait tes coordonnées sur ta présentation, mais partager peut-être. Je vais les rajouter, ouais. Parfait. Comme ça, vous pourrez envoyer d'autres questions à Justine et la contacter. Écoutez, on espère que ça a répondu à vos questions, que ça vous a un petit peu aidé. Euh, pour rappel, le modèle de guide est directement accessible sur Dastra. Et si vous souhaitez en voir un petit peu plus, ben, de la même façon, n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site. Voilà, merci beaucoup. Peut-être, je ne sais pas quelle heure il est, mais bon appétit en avance et à bientôt. Merci à Merci tous et à Justine. toutes. Merci, Julie.